Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Culte de la personnalité, violation généralisée des droits de l'homme, Nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. hyperinflation, Né par son peuple. Je ne dis pas adorer pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. aussitôt devenu président, Joseph Désiré Mobutu tenta de purger le pays de l'influence coloniale. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Il les rebaptisa Zaïre en 1971 dans le cadre d'une politique dite de zaïrianisation et changea son nom en Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, qui signifie « personne ne peut l'arrêter ». Ainsi donc, il imposa une dictature à parti unique, gouvernée par son mouvement populaire de la Révolution, les MPR. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous vous présentons le documentaire intitulé Dans les traces de Mobutu. Dans les traces de Mobutu est une compilation d'histoires, de documents originaux du fait Joseph Désiré Mobutu qui regroupe sa vie privée et sa carrière politique. De l'accession au pouvoir par un coup d'État militaire mené par lui-même à sa chute brutale menée par l'effet Laurent Désiré Kabila en 1997. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo a été sponsorisée par l'initiative des jeunes pour la dénonciation des inégalités sociales. Souhaitez-vous faire un don? Merci d'utiliser les numéros affichés en bas de l'écran. Si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonne vidéo. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Ça y est, c'est fait. Il vient de prêter serment après avoir renversé le régime Kassavou. Le jeune général de l'armée congolaise, Joseph Désiré Mobutu, s'intronise à la magistrature suprême et impose une dictature à parti unique. Un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. Voici ma devise. Toujours service. Simultanément, aux yeux du monde, il obtient une réputation de kleptocrate pour sa corruption, ses extravagances ainsi que sa fortune personnelle. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Malgré sa violation généralisée des droits de l'homme en politique extérieure, il soutient les rebelles de l'UNITA et du FNLA dans la guerre civile angolaise et son régime reçoit le soutien des pays occidentaux qui les perçoivent comme un adversaire
du communisme en Afrique francophone. Il reçoit également du soutien et de l'aide financière de la Chine pour son opposition à l'Union soviétique. L'histoire de Joseph Désiré Mobutu commence à Lissala. Né en 1930 de Albert Bemani, cuisinier pour un magistrat colonial qui est mort alors que le jeune Joseph Désiré n'a que 8 ans. Joseph Désiré sera élevé par son grand-père et un oncle. Il poursuit alors ses études dans une école catholique. Alors âgé de 20 ans, il s'enrôle dans la force publique à Loulouabouche. Il obtient les brevets de secrétaire comptable avant d'être affecté à l'état-major de Léopoldville en 1953. Il se marie à Marie-Antoinette Biatibois, alors âgée de 14 ans, et avec laquelle il aura 8 enfants. Son passage dans l'armée, dont il sort sous-officier, il devient journaliste pour le quotidien libéral de Léopoldville, L'Avenir. En 1957, grâce à l'un de ses mentors, le journaliste Antoine Roger Bolamba, il rencontre Patrice Lumumba. Il voyage pour la première fois en Europe lors d'un congrès de presse à Bruxelles où il reste quelque temps pour suivre une formation d'assistance sociale. Au même moment, les représentants du mouvement congolais MLC, mené par Patrice Lumumba, négocient l'indépendance du Congo. Lorsqu'il arrive à Bruxelles pour la tenue d'une table ronde, Mobutu se joint à eux avec Antoine Kiwewa et devient membre du MNC en janvier 1960. C'est à cette occasion qu'il est préparé par Larry Delvin, officier de la CIA et futur chef d'antenne de la CIA au Congo, avec lesquels il établit de bonnes relations. En juillet 1960, il devient secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba. Il profite du désaccord entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls lumumbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est ainsi donc, en tant que chef d'état-major adjoint et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique, qu'il fait arrêter et assigner à résidence Lumumba en 1960. Ses premiers coups d'État, le 14 septembre 1960, comptent beaucoup dans les relations entre les Belges et Mobutu. Il met en place un gouvernement temporaire, les collèges des commissaires généraux, devenant les caméras
Mobutu acquise ensuite Lumumba des sympathies pro-communistes pourvu de s'attirer le soutien des États-Unis. Lumumba tente de s'enfuir à Stanleyville, mais est rattrapé en chemin par les soldats. Mobutu le fait mettre en prison où il est maltraité et torturé. Il est ensuite envoyé à la République du Katanga de Moïse Tshombe où il est assassiné le 17 janvier 1961. Son corps disparaît en brousse selon les documents officiels. Sous la direction de Pierre Mulele, les rebelles partisans de Lumumba partent en guerre contre Mobutu. Ils occupent rapidement 2/3 du Congo, mais avec l'aide des États-Unis, Mobutu parvient à reconquérir l'ensemble du territoire. Cette victoire, impossible sans l'aide occidentale, est habilement mise à profit en interne par Mobutu, séparant de la vertu de pacificateur, d'unificateur du territoire. Il pose ainsi son pouvoir sur 2 piliers. À l'extérieur, le contexte de la guerre froide et à l'intérieur, la stabilité. Un autre moyen d'affermir son pouvoir est la prise de contrôle du pouvoir politique dont les corollaires est la répression d'une partie des citoyens congolais. Après avoir réorganisé l'armée, il mène le 24 novembre 1965 un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier président de l'ancien Congo belge. Il est soutenu par la Central Intelligence Agency CIA lors de son coup d'État. Suivant une crise politique aiguë entre le président Kasavubu et le gouvernement de Tshombe, ce coup d'État est acclamé et accepté de tous. Kasavubu l'en remercie. Tshombe en est absolument ravi. Les syndicats CSLC, UTC et FGTK soutiennent les nouveaux pouvoirs, de même que les organisations estudiantines IGEC et AGL. La population, tant congolaise qu'étrangère, applaudit les coups. À l'étranger, la Belgique, les États-Unis sont les premiers à reconnaître les nouveaux présidents. La Chine et l'URSS, mais aussi la France, montrent des réticences. Le 2 juin 1966, la population a pu mesurer toute la détermination de Mobutu qui fit pendre sur la place publique 4 anciens ministres accusés à tort de complot. Alexandre Mahamba, Jérôme Amani, Emmanuel Mbamba, ainsi que l'ancien premier ministre Évariste Kimba. Il demande l'extradition de Moïse Tshombe, arrêté à Alger en 1969, afin de le faire exécuter, mais celle-ci est refusée. L'ancien président Joseph Kasavubu, quant à lui, placé en résidence surveillée jusqu'à la fin de ses jours, tandis qu'Antoine Gizenga s'est exilé. Après la mort de Pierre Mulele, chef de la rébellion Simba, en octobre 1968, Mobutu est débarrassé de tous ses rivaux. En 1969, il fait écraser une révolte estudiantine. Les cadavres des étudiants abattus sont jetés dans des fosses communes et 12 étudiants sont condamnés à mort. L'université est fermée pendant 1 an et ces 2000 étudiants enrôlés dans l'armée ou, selon la télévision nationale, ils apprennent à obéir et à fermer leur gueule. Il instaure un régime autoritaire à parti unique dirigé par son mouvement populaire de la révolution, les
MPR, dont il devient maréchal président en 1982. Un de ses souhaits est que le pays retrouve sa culture profonde. C'est alors que la zaïrianisation commence ou des colonisations culturelles. En 1971, l'année des 3 Z, il renomme à la fois les pays, les fleuves et la monnaie sous le nom des Zaïre. La même année, il impose un coutume traditionnel, créer une version zaïroise du coutume occidental, l'abako ou aba les coutumes, et il oblige les Zaïrois à choisir des prénoms d'origine africaine et locale, c'est-à-dire non chrétiens. Ce qu'il fait lui-même en devenant Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, ce qui signifie en lingala Mobutu le guerrier qui voit de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Zaïre estime que l'entrée des 2 Allemagnes aux Nations Unies est une contribution au maintien de la paix dans le monde. C'est pourquoi il salue par ma voix la présence dans cette salle des délégués de ces 2 pays. En ce qui concerne la conférence sur la paix et la sécurité en Europe, suivant les informations en notre possession, cette sécurité concerne aussi le bassin méditerranéen. Mais qui dit bassin méditerranéen dit aussi pays riverains, ce qui entraîne fatalement l'association à ces travaux de pays frères d'Afrique, à savoir l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, permettez-moi de vous entretenir maintenant des problèmes qui nous tiennent à cœur au sujet des relations économiques internationales entre les pays riches, appelés communément pays développés, et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici, bien sûr, en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Au Zaïre, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Car, si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constitue une catégorie et de pays à système collectiviste qui en constitue une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique.
car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations. Car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris, et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest, et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là, car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des 10 pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les 9 autres sont sous-développés par rapport aux États-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est impropre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui, et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en 2 camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploiter et piller d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement,
l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment 3. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi, si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'experts internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, des commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent avec soi-disant des facilités de paiement sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur. Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter à n'importe quelles conditions, mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Zaïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadres suffisant. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les 10 experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité, en attendant la formation de leurs homologues. Mais on constate très souvent, hélas, qu'au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant au bureau d'études, ils sont comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai qu'un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays, il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement
tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, mais parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve que la coopération sino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zaïre vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine. Les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues zaïrois. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue zaïrois. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus divisé par l'idéologie, même pas tellement par les races ni par la géographie politique, mais par des moyens économiques. Et c'est là que réside aujourd'hui le véritable nœud des relations entre les pays du monde. Plus d'une fois, les pays pauvres ont lancé des cris d'alarme auprès des riches pour comprendre leur situation précaire dans le monde économique d'aujourd'hui. Le dernier sommet des pays non alignés à Alger, dont le compte-rendu sera donné à cette tribune par le président en exercice, Boumedienne d'Algérie, a souligné sans équivoque le danger de laisser persister une telle situation d'une injustice flagrante. Nous avons plus d'une fois dénoncé le scandale de la détérioration des termes de l'échange et certains théoriciens de l'Occident, pour se donner une conscience tranquille, essayent de démontrer que la qualité des produits finis a augmenté, alors que les matières premières étaient restées les mêmes. Que donc